Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Bienvenue sur Rock'n'Roll. Vous publiez aujourd'hui, enfin ces jours-ci, le deuxième tome de vos mémoires intitulé Tribun du peuple. Alors c'est la période politique puisque ça court de la fondation du Front National en 1972 à 2018-2019, quelques années après votre exclusion du parti que vous avez fondé par votre fille. Et je laisse Daoud commencer cet entretien. Alors, Monsieur Le Pen, vous avez longtemps été considéré comme l'ennemi public numéro un, une sorte d'hydre de Goldstein tel qu'il apparaît dans le roman de George Orwell 1984. Eh bien, aujourd'hui, vous voilà détrôné puisque Éric Zemmour semble vous supplanter dans ce rôle de paria. Est-ce que vous lui reprochez de vous voler la vedette? Pas du tout, mais je trouve qu'il est plus hard que moi. Ce dont je le félicite d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour sa carrière journalistique, mais pour son honneur d'homme, sûrement. Que veut dire hard en l'occurrence en fait? Pas dur. Oui, non mais ça, merci. Mais, Ah oui. mais quand vous parlez d'Éric Zemmour, plus que vous dur dites qu'il que est moi, plus dur mais sur, plus- sur quoi? Sur l'identité Oui, sur les problèmes qu'il évoque. D'accord, mais bon, on reviendra sans doute à Zemmour. Mais en fait, dans ce livre, vous nous dites tout le temps que vous avez combattu le système, que vous faisiez peur au système. Mais est-ce que vous n'avez pas été un peu l'opposant de Sa Majesté? Est-ce que vous n'avez pas été finalement, en quelque sorte, le faire-valoir, l'épouvantail, le grand méchant loup, et dans le fond, l'identité de la gauche? La gauche est orpheline de Le Pen, en quelque sorte. On peut toujours considérer les choses de cette manière, mais on est toujours forcément l'alter ego de l'autre. Et même si on le combat, je crois sans esprit de recul ni de collaboration. Je dis que j'ai toujours été dans l'opposition. C'est pas tout à fait exact. J'ai été un tout petit peu dans la majorité, puisque j'ai été rapporteur du budget de la guerre au moment de la guerre d'Algérie, qui était un budget très important, pendant quelques mois. Et puis ensuite, j'ai rompu avec la majorité. Et donc C'est le seul moment, dans le fond, où vous avez pu mettre vos idées pour le pays en pratique. Oui, c'est ça. Et- C'était la guerre d'Algérie, par conséquent, ça n'était pas très difficile de faire coïncider mes opinions avec celles apparentes au moins à l'époque du gouvernement. À l'époque où vous siégez avec Giscard, c'est ça? Chez les Non, indépendants. je siégeais avec Giscard, ou Giscard siégeait avec moi, parce que j'ai été élu sans doute, j'ai été élu en 56, et j'appartenais au groupe poujadiste, et j'ai appartenu quelques mois au groupe indépendant, CNI, dans lequel il y avait Giscard, avec sa petite minorité d'amis, qui sont les seuls d'ailleurs qui ont été sauvés du désastre électoral en 1962, où pratiquement le CNI a perdu 100 députés. Mais, Dont moi. mais après, on va retraverser un peu toute cette période avec vous, puisque vous êtes à la fois un acteur et un observateur très attentif de la politique française depuis quoi? Depuis 50, 60 ans? Ben oui, 60, oui Ouais. au moins depuis 55, disons. Mais avant, peut-être une question qu'on aurait dû vous poser au départ, puisque avant, pendant qu'on se préparait, vous avez dit « Oh là là, mais moi je suis plus rien, je suis un ancien ceci, cela ». Vous êtes amer? Pas du tout. Non, je n'ai pas cessé mon activité d'ailleurs, mais je ne suis plus dans le cadre des assemblées élues. J'ai été 35 ans député européen, j'ai été une dizaine d'années député national. Bon, ben, là actuellement, et j'ai été pendant quelques années aussi directeur de la SERP, une maison d'édition de disques, de documents sonores et de musique militaire. Par conséquent, pour l'instant, je suis retraité depuis quelques semaines. Depuis que vous avez fini ces mémoires, en fait. Oui, et alors j'ai en effet pensé qu'il fallait laisser un petit peu une petite trace, et en particulier pour quelqu'un qui, il faut bien le dire, a été fort diffamé comme moi, au moins donner mon point de vue, dire ce que je pensais des événements et des hommes de cette époque. Oui, mais alors justement, on s'interroge, disons, sur votre part de responsabilité dans les diffamations dont vous avez été l'objet, Jean-Marie Le Pen. On a tout de même l'impression, si on enjambe quelques décennies, que dans le fond,
entre 80 83, le moment où vous commencez à apparaître vraiment dans la vie politique française, et apparaître très vite d'ailleurs comme un épouvantail. Et entre ce moment-là et maintenant, on peut dire qu'un certain nombre de vos idées ont progressé dans la société. Donc, je veux dire, la question Le Pen migratoire. avait raison. C'est la le question- slogan de demain. Oui, enfin, peut-être pas, surtout parce que justement, vous avez fait progresser vos idées, mais en même temps, on dirait que vous les avez empêchés d'accéder au pouvoir. Ah, bon. Et comment Bah, Je me suis efforcé de les faire progresser vers le pouvoir, mais quand on me dit quelquefois, mais vous n'aviez pas l'intention d'aller au pouvoir, mais je n'ai jamais dépassé personnellement 18%. Par conséquent, avec 18%, on n'a pas d'espérance immédiate, au moins, du pouvoir. Oui, mais- Et on doit, selon moi, pas faire de concessions à partir de son analyse, si on la croit juste. Et on doit continuer parce que je pense que les événements finissent par nous donner raison. Mais non, mais vous quelquefois, savez, oui, allez-y. quelquefois trop tard. Je rappelle cette page de MacArthur qui s'appelle Too Late, trop tard. MacArthur dit les deux mots qui expliquent tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Oui. Et je rappelle que la première affiche du Front National en 1972, c'était avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, mais justement, ça vous rend d'autant plus responsable ou coupable. Non, mais attendez, je vais venir à mon propos, qui est qu'en fait, votre carrière politique a été précisément pas anéantie, parce qu'elle est tout de même. Vous avez fait une grande carrière politique, mais elle s'est arrêtée. Inhibée. Comment Inhibé. merci Daoud, s'est arrêtée aux portes du pouvoir à cause de vos sorties qualifiées de racistes et d'antisémites. Qui sont revenus un peu comme un gimmick à partir du point de détail, et même avant d'ailleurs, et de fait, et donc, si vous voulez, vous voyez bien que, même Renaud Camus le dit d'ailleurs, votre critique de l'immigration a été préemptée par votre réputation d'antisémite, c'était pas très difficile d'en sortir. Je ne vois pas comment vous pouvez vous permettre de dire ça. Rien ne permet de le dire. Je n'ai pas d'opinion sur tout, mais en général, quand même, je m'exprime de façon assez claire à l'égard des phénomènes, des problèmes, des hommes, etc. Et dans ce domaine-là, je ne me trouve honnêtement rien à me reprocher. Et je crois que les gens de bonne foi non plus. Mais il est certain que mes adversaires se sont servis de ce que j'ai pu dire. Mais je le vois quand je suis attrait devant des tribunaux pour des vétilles, je peux dire, mais qui ne sont reprochés à personne, sauf à Le Pen. Il est bien évident que quand c'est moi qui le fais ou le dis, il y a un préjugé, si j'ose dire, de culpabilité. Moi, je bénéficie de la présomption de culpabilité quand je m'exprime. On n'est pas, d'abord ici, on n'est pas au tribunal, et en ce qui nous concerne, nous pensons, je pense, tous ici, que nous aimons que le débat se passe entre gens de bonne compagnie et pas devant les prétoires. Donc on n'est pas ici au tribunal, et vous avez raison sur un certain nombre de points. Il y a eu une énorme manipulation, par exemple sur Carpentras, nous l'avons déjà écrit. C'est effectivement un gros bobard monté par Mitterrand, on y reviendra. Sur cette question du négationnisme, du révisionnisme, excusez-moi, d'abord, vous l'avez dit, vous le redites là. Vous le redites là que finalement, c'est pas grave, c'est une opinion parmi d'autres sur un événement parmi d'autres. C'est ça? Oui, autrement, nous entrons dans la guerre de religion, c'est-à-dire dans le combat idéologique. Moi, je me tiens à l'écart de ce combat idéologique. Quand je regarde les faits de la Deuxième Guerre mondiale, il se trouve que, à l'inverse de beaucoup de gens qui s'en targuent, moi, j'ai été un vrai résistant. Et je dirais même peut-être le plus jeune résistant, puisque mon père ayant gardé à tout risque, nous étions en zone interdite, c'est-à-dire punis de peine de mort, un fusil de guerre et un pistolet. Et quand il est mort, ma mère a dit il faut se débarrasser de ça, c'est trop dangereux. Et j'avais 14 ans, et c'est moi qui ai dit non, on va les garder, il n'y a pas de problème. Et le fait, si jamais une perquisition était intervenue, c'était la mort pour ma mère, sans phrase, et sans doute pour moi, la déportation. Je n'en ai pas fait un instrument de combat, ni de faire valoir. Mais quand ce sont ceux dont les parents étaient couchés sur leur lit, qui viennent me parler de résistance et me parler des nazis, tout ça,
je rejette cette espèce d'interprétation qui n'est pas juste. Oui, enfin, bon, alors je vais vous le raconter autrement. Moi, ça fait longtemps que je suis votre parti. Je suis souvent allé voir parler avec des gens. Si vous voulez, il y avait une sorte d'obsession, si vous voulez, de cette histoire, et une obsession surtout d'en remettre en cause, en quelque sorte, l'existence ou l'importance. Donc, si vous voulez, que vous le vouliez ou pas, ça existait, ça existe. Je l'ai entendu, moi, franchement, ça m'empêche pas de dormir personnellement. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ce truc, si vous voulez, qui est un détail, puisque c'est un détail, pourquoi le retrouve-t-on tout le temps? On le retrouve tout le temps. Dans les 50 premières pages de votre bouquin, ça revient tout le temps, déjà. Ben, la Seconde Guerre mondiale, les accusations à ce sujet, pourquoi est-ce que c'est... Oui, mais enfin, c'est tout de même ce qui, depuis 60 ans, constitue la trame du discours politique en France. C'est par rapport à cela, il y a que ce soit la télévision, la radio, le cinéma, les revues, c'est sans arrêt qu'il y a des références à ce temps que moi, j'ai connu enfant et adolescent, alors que la plupart des gens qui en parlent ne l'ont connu que par les lectures qu'ils en ont faites. Oui, alors d'ailleurs, l'épisode du détail a pesé lourd dans votre ostracisme. Et d'ailleurs, vous rapportez 2 faits. J'aimerais que vous développiez un peu. Alors, vous expliquez qu'Ariel Sharon, dans les années 80, lorsqu'est survenue cette affaire, a effectué un voyage d'urgence, de toute urgence, à Strasbourg pour dissuader l'eurodéputé Charles de Gaulle de vous soutenir. Non, pas Charles de Gaulle. Charles de... Non, Dormesson, pardon. Excusez-moi, Dormesson qui était président du groupe et qui a démissionné, qui a été sollicité par une démarche personnelle de Sharon de démissionner. Or, je savais qu'il était plutôt ami d'Israël, puisque chaque fois qu'il allait au Liban, il passait toujours par Israël. Je ne lui en faisais pas le grief, c'était ainsi. Mais il y a eu une pression considérable sur ce sujet, à partir de ce sujet, et pour des raisons que j'ignore, qui sont propres sans doute aux gens qui l'ont mis en œuvre, mais j'ai été une victime dans cette affaire. Je n'ai rien dit de provoquant, d'autant que je le rappelle, il s'agissait d'un interview dont le thème n'était pas principalement la Deuxième Guerre mondiale. C'est le journaliste qui, au cours de l'interview, a introduit cette question qui venait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, et vous évoquez aussi un second épisode qui serait une espèce de pacte qui aurait été noué entre Alain Madelin et le Bnei Brit en Amérique pour sceller votre sort. Mais vous l'affirmez sans toutefois en être absolument sûr. Non, ce sont des hypothèses. Quand je me demande quelquefois quelle est la raison qui a poussé telle personne dont je n'attendais pas ce comportement à l'avoir. C'est ça, je me dis, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et on élabore des hypothèses, c'est peut-être parce que ça, peut-être parce que ça, voilà. Mais vous parlez d'internationale juive, et en fait, qu'est-ce que vous appelez l'internationale juive? Je pense que la communauté juive mondiale a quand même des ressorts qui sont communs, des thèmes qui sont communs, des solidarités. Là encore, ça ne me paraît pas outrageant pour qui que ce soit. Non, mais attendez, on n'est pas dans l'outrage et la morale, j'essaye de comprendre. Quand vous fondez le Front National, vous le racontez, alors vous le dites, vous n'excluez personne. C'est vraiment là, pour le coup, vous voulez réconcilier personne tout le monde. Et a raison de son passé. Personne n'a raison de son passé, pas à raison de son action présente. D'accord, j'entends bien. Donc en gros, vous ne voulez pas vous demander ce que les gens ont fait pendant la guerre. C'est ce que vous dites, hein, vous l'écrivez. Peu importe, non, j'essaye juste d'éclaircir. Et vous, évidemment, vous récupérez des gens qui viennent des tas de cercles, disons, du nationalisme français, y compris
pas mal de gens qui sont les héritiers ou qui sont les héritiers de ceux qui pensent ou qui pensent eux-mêmes que les Juifs menacent en tant que tels l'identité française. Est-ce que c'est votre opinion? En tous les cas, il ne s'exprimait pas sur ce sujet. Mais est-ce que c'est votre opinion à vous? Est-ce que vous l'avez pensé que les Juifs menaçaient, en tant que communauté, puisque vous parlez de communauté, l'identité française? Non, si je l'avais pensé, je l'aurais exprimé. Je ne l'ai pas exprimé, donc je n'ai pas pensé. D'accord. Donc c'est quoi quand vous parlez de l'international juif, en fait c'est les Juifs organisés, c'est quoi? Je dis que dans l'histoire du monde, il y a un certain nombre d'internationales, un certain nombre comment dirais-je, d'organisations qui ont des stratégies communes ou parallèles ou adjacentes. Ça ne me paraît pas monstrueux, c'est une description. Vous comprenez pas en fait, vous comprenez pas du tout cette étiquette qu'on vous a collée? Tout à fait, alors je trouve ça absolument incroyable, mais c'est ainsi. C'est au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Même les oui. Et moi, il y a une autre chose qui me frappe, si on regarde toute votre carrière politique, c'est, il me semble, hein, là, je vais vous donner une opinion, c'est que il me semble que vous avez raté De Gaulle à cause de votre obsession algérienne dont vous et vos troupes n'avez pas pu sortir. Et que dans le fond, une des choses qui a bloqué le Front National, c'est d'être aussi le parti du ressentiment. De gens, moi j'en connais, j'en ai plein dans mes amis, qui dans le fond étaient toujours accrochés à l'Algérie 30 ans après, à la trahison de De Gaulle. Est-ce que la fidélité parfois ne confine pas à l'entêtement? Non, je n'aimais pas la personnalité du général de Gaulle. Et il y avait une chose qui m'avait frappé, étant adolescent et écoutant la radio de Londres, à tout risque, que la radio gaulliste était plus anti-Vichy qu'anti-allemande, en fait, ou anti-nazi. C'est en fait, on voyait bien qu'il y avait là une volonté de conquête du pouvoir éventuel, si la victoire leur souriait, et de cela, et le comportement du général de Gaulle à la Libération m'a choqué dans un certain nombre de cas. Par exemple, dans un cas que je trouve très emblématique et qui est symbolique, le refus de la grâce de Brasillac, l'exécution de l'écrivain et poète Brasillac, est une des choses qui, dans mon adolescence, m'a choqué. Voilà. Vous savez pourquoi il n'a pas été gracié? Il n'a pas été condamné pour des propos généraux, il a été condamné parce qu'il avait dénoncé, je sais, X, Y ou Z, je ne sais plus qui était-ce, et qu'il a été vraiment condamné pour un fait, pas d'idée, si vous voulez, pas simplement l'expression d'une idée. Je ne crois pas du tout qu'il y ait eu une dénonciation de ce type. On peut considérer que ces articles constituaient la dénonciation. Non, mais dans un de ces articles, c'est comme autre chose. Mais c'est pareil, mais c'était un écrivain, un poète, qui est pupille de la nation, et fusillé à 33 ans, avec un parallélisme qui m'a quand même toujours frappé entre, par exemple, Brasillac et Bastiat-Thierry. Voilà. Le général de Gaulle, c'est un fusilleur des gens de droite. C'est ça qui me choquait. Voilà. C'est comme ça, c'est une affaire de sensibilité. On est à un moment donné plus ou moins sensible. Et moi, j'étais plutôt sensible aux choses, comment dirais-je, aux opinions différentes de celles de la majorité. Et justement, oui, tout de même, vous n'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure quand je vous dis à chaque fois que, disons, vous approchiez de la respectabilité, si vous voulez, on avait l'impression que vous remettiez 100 balles dans la machine. Par exemple, non mais, et vous faites, non, vous faites le même coup quand Marine prend le parti, c'est en 2011, et je ne sais plus en quelle année, vous lui mettez dans les dents l'interview de Rivarol, ou alors là, vous prenez... Moi, je lui mets dans les dents. Non mais... Je n'ai aucune influence à Rivarol. Non, vous donnez une interview à Rivarol, si vous voulez, au moment où elle essaye de jouer la dédiabolisation, vous remettez un peu 100 balles dans le jukebox. Avec, alors je ne sais plus, c'était Pétain, c'était...
Écoutez, j'ai été poursuivi pour tout cela. Mais vous êtes aussi un fin politique, un fin observateur de cette réalité. Le système médiatique tel que vous le décrivez, vous le voyez depuis quand même de longues années. Donc, quand vous savez parfaitement, si vous voulez, comment les choses vont être exploitées. Donc, on a un peu l'impression qu'à chaque fois, vous faites des cadeaux à vos adversaires. Non, en ce qui concerne ma carrière politique, oui. Je ne me préoccupe pas des avancées de ma carrière politique. Autrement, j'agis autrement. Je reste au CNI, je deviens, comme tout le monde, un peu ministre, ou même beaucoup ministre, et puis alors non, j'ai un certain nombre d'idées simples, patriotiques, peut-être naïves, mais c'est ainsi. Et je m'y tiens, et je dirais presque que le fait de me trouver minoritaire m'exalte plutôt la personnalité plutôt que l'effondrer. Voilà, c'est oui, ça. Je dirais même. Non, mais justement, vous venez de le dire, c'est-à-dire vous aimez être minoritaire, mais en même temps, en même temps, vous déplorez vous-même d'avoir eu peu d'occasion d'agir réellement pour votre pays. Enfin, j'ai agi. Oui, toute ma vie. D'agir au gouvernement, disons. Ah bah oui. Est-ce que c'est là qu'on a le plus d'influence? Est-ce que c'est au gouvernement? Quand on est à l'extérieur du gouvernement, tout ce qu'on l'empêche de faire ou tout ce qu'on le pousse à faire, c'est la vie politique. Et puis, moi, je dois vous dire la vérité, je ne me suis jamais posé toutes ces questions philosophiques. J'ai marché droit, ce qui économise les efforts, parce que si on fait des écarts, évidemment, on fait plus grande distance, on couvre une plus grande distance, mais on ne va pas vers son but. Et puis, je pensais qu'il était plus important de défendre des idées que l'on croyait justes, plutôt que de faire des concessions qui vous permettaient de vous rapprocher du pouvoir ou des responsabilités. J'en avais fait la confidence à Marie, je lui ai dit un jour, un Front National gentil, ça n'intéresse personne. Mais d'ailleurs, à l'approche du pouvoir en 2002, lorsque vous êtes qualifié pour le second tour des présidentielles, vous décrivez très bien l'appréhension qui a été la vôtre. Et on a l'impression que vous craignez la victoire. Et au fond, on se pose la question, est-ce que avez-vous jamais voulu gouverner la France? Mais bien sûr, mais voyons, encore une fois, je fais 17% au premier tour. Jacques Chirac, c'est ça c'est l'événement politique, va faire président sortant moins de 20%. Et ce sera généralement d'ailleurs le score qu'il obtiendra, moins de 20%. Mais en effet, contre moi, après une mobilisation générale qui comporte tout le monde, l'Assemblée des évêques, les bonnes sœurs, les enfants des écoles, enfin bref, les soldats de la garde, tout le monde. Et les pêcheurs à la ligne. Tout le monde, et ça fait 82% pour Chirac. Moyennant quoi, avec ce chiffre formidable, ce président ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne fait rien. C'est marrant parce que... Et s'il va quand même faire une chose, ailleurs la majorité largement au Parlement, il va dissoudre l'Assemblée de façon à permettre à M. Jospin... Ça, c'était 5 ans auparavant. Oui. Ça, c'était 5 ans auparavant. Oui, non, mais c'est ce qu'il fait, c'est le genre de comportement qui est celui de Jacques Chirac. C'est comme ça. Bon, alors, peut-être créditez-vous au moins de la guerre du Golfe, enfin de la non-guerre du Golfe, de la non-participation de la France. J'ai été un an avant lui sur cette position-là. Oui. D'accord, mais ce qui est marrant, c'est que Chirac, vous ne l'aimez vraiment pas beaucoup. Bon, vous avez fait un tweet... je crois, sur le respect qu'on doit à ses adversaires. Voilà. Avec 26 700 j'aime. Oh. Ah oui, et 13 600 retweets. Oh là là. Oui. Très bien, donc je vous félicite. C'est mort, l'ennemi mérite tout de même le respect. Le respect. Voilà, très bien. Mais ce qui est amusant, bien que tout vous sépare de lui politiquement, surtout du deuxième Chirac, c'est qu'anthropologiquement, vous êtes tout de même pas très éloignés. Vous êtes des hommes du même monde. Je veux dire, Chirac ne parlait pas encore complètement le sabir managérial. Ce sont des énarques, n'oubliez pas ça. Il n'était pas complètement énarchisé, Chirac. Si? Ah. Ce sont des choses qui vont sans dire, ça.
c'est un énarque. Et son homme Lige, Juppé, est aussi un énarque. Et voilà. Ah, Juppé, c'est indéniable. Mais c'est voilà. Et Mitterrand, il vous a vraiment roulé dans la farine. Mitterrand, il s'est servi de vous. C'est pas servi de moi. Il s'est servi de moi comme on se sert des gens qui sont autour de vous, y compris de vos adversaires. Bien sûr, on peut toujours dire « Ah ben oui, mais vous avez été à faire valoir. » Ben oui, dans la mesure où je combattais Mitterrand, je crois, sans esprit de recul, ni de compromis. Cela dit, je reconnaissais en l'homme la culture, l'intelligence, la subtilité, et en même temps, je me rendais bien compte que c'était un homme de droite qui faisait une politique de gauche, c'est-à-dire exactement l'inverse de Jacques Chirac. Il n'a pas fait une politique de gauche Non, très longtemps aussi. Jacques Chirac était un homme de gauche, mais qui était soutenu par la droite. Non, vous voulez dire que c'était un homme de gauche qui faisait une politique de droite pour Mitterrand? Non, oui. Mitterrand, oui. Voilà. Je veux dire que Mitterrand était un homme de droite qui a fait une politique de gauche. C'est pas la vie de la gauche, en fait. Oui, mais tout de même, si on regarde sa carrière, tout le monde n'a pas reçu la francisque. Et on ne recevait pas la francisque comme ça, au coin de la rue, comme un paquet de bonbons. Hein. Bon, Et pourquoi d'ailleurs, vous le saviez depuis longtemps ou pas? L'affaire de la francisque? Oui, bien sûr. C'était connu? De la même manière que je savais très bien, ces minutes l'avaient publié, seul d'ailleurs dans toute la presse, l'histoire de sa fille. Personne n'en parlait, c'était un sujet tabou, mais des gens comme moi, et enfin le monde politique le savait. Mais c'est marrant parce que quand vous parlez de politique, vous dites toujours j'ai pas fait de compromis, mais ce que vous appelez compromis, vos adversaires appellent cela de la tactique. Et quand on veut arriver au pouvoir, je veux dire, on n'est pas non plus obligé de ne pas en faire. C'est une certaine conception, en effet. Je comprends qu'il y a des gens qui ont cette conception de la vie, ce n'est pas tout à fait la mienne, voilà. De la vie, de la politique. On parlait de Mitterrand. Un ancien collaborateur de Chevènement m'avait raconté que Mitterrand vous avait instrumentalisé, mais pas de la manière dont on le raconte d'habitude. Il expliquait que Mitterrand, à son arrivée au pouvoir, craignait beaucoup un coup d'État militaire. Il avait l'impression que le chef d'état-major de l'armée à l'époque avait une tête de factieux. Et donc pour calmer en quelque sorte les armées, il a pensé qu'il fallait une soupape de droite et qu'en vous accordant finalement la liberté d'expression que vous étiez en droit de réclamer, il calmerait les esprits. Est-ce que vous avez déjà eu vent de cette hypothèse? Non, mais enfin, c'est une hypothèse que ça ait pu naître dans l'esprit de François Mitterrand. C'est possible. En revanche, qu'il m'ait instrumentalisé avec mon accord, certainement pas. Voilà. Non, mais pas avec votre accord, mais peut-être avec ce qu'on appelle une complicité objective. Bah oui, bah alors à ce moment-là. Cela dit, il est vrai, je reviens un tout petit peu sur l'affaire de Carpentras, ça c'est un guet-apens vraiment. Enfin non, je suppose un guet-apens. En tous les cas, ils se sont emparés d'une situation. Joxe et Mitterrand ont parfaitement su utiliser ce qui s'était passé au cimetière de Carpentras. Oui, ça c'est flagrant si vous voulez. Mais l'histoire de Mantes-la-Jolie, c'est la même chose. Je suis l'agressé et je serai condamné comme agresseur. Vous pouvez rappeler l'histoire de Mantes-la-Jolie pour ceux qui n'ont pas lu votre livre? Mantes-la-Jolie, Marie-Caroline Le Pen arrive en tête au premier tour, les législatives. Et je viens pour lui porter aide pour une visite de commerçants. Et il y a une contre-manifestation qui est organisée par un groupe de maires socialo-communistes et par des manifestants de gauche et d'extrême gauche, puisqu'il y a une banderole pour Le Pen une balle, pour l'OFN une rafale. Bon. Et là, j'ai un échange verbal avec Madame Pelvast, qui est la candidate socialiste, et je suis condamné pour agression contre un agent de l'autorité publique. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme le maire de Mantes-la-Jolie, alors qu'elle est maire de Mantes-la-Ville. Elle est maire d'une ville d'à côté. Et je me demande d'ailleurs si et vous ne gagnez pas en appel, ça? Un jour un procès en révision
De l'affaire de Mantes-la-Jolie? Oui, de l'affaire de Mantes-la-Jolie, comme je demande de consulter mon avocat pour savoir si je me porterais partie civile dans l'affaire de Sarkozy. Parce que Sarkozy est accusé d'avoir consacré des dizaines de millions à sa campagne électorale. Et je dis qu'en effet, ce déferlement de propagande lui a procuré une victoire qui nous a coûté à nous 10 millions. Parce que les 2 tiers de nos candidats n'ont pas eu 5%. Voilà. Alors je disais, tiens, on pourrait se porter partie civile. Vous avez vraiment envie de passer du temps avec vos avocats? Oui, je suis juriste d'origine, vous savez. Les tribunaux, ça vous a pesé en fait? Est-ce que ça vous amusait aussi de susciter le scandale? Non, non. J'ai beaucoup d'autres moyens de m'amuser que d'aller devant les tribunaux, je dois vous dire. Non, mais en dehors des tribunaux, est-ce que ça vous amusait parfois de susciter le scandale, de voir toute la presse brandir l'épouvantail Le Pen, d'être devenu même un substantif, la lepénisation des esprits? Écoutez, non, mais écoutez, comme je n'avais pas le moyen d'agir sur cette situation, bah, je la prenais du bon côté. Après tout, c'est le général de Gaulle qui avait dit, je crois, qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, l'essentiel c'est qu'on en parle. Ouais. Voilà. Donc je prenais le bon côté de la chose. Ça me faisait une publicité, même si elle était de mauvaise aloi. En dehors des gens avec qui vous avez fait de la politique au front, est-ce que dans la politique française, vous avez eu des amis? Des gens avec qui vous avez eu toute votre vie des relations Oui. Et même quelquefois des adversaires politiques. J'ai été par exemple un type de Marco Pannella, qui était le président du Parti radical italien. Le Parti radical italien étant beaucoup plus radical, si j'ose dire, que le Parti radical français. Et en France, non? Vous n'avez pas eu votre ami de gauche? André Labarrère? Si, j'ai eu des relations cordiales, courtoises avec des gens, d'anciens copains de faculté ou de choses comme ça. Oui, c'est pas une règle politique d'écarter a priori les gens à cause de leur étiquette politique. Mais ça ne vous a pas pesé l'ostracisme en quelque sorte je veux dire, le fait que le nom Le Pen soit devenu un signe... Je me suis contenté de l'amour des miens, et si j'en crois en tous les cas l'histoire de la famille Le Pen, il semble que la confiance des électeurs est débordée de moi-même jusqu'à ma fille et jusqu'à ma petite-fille. Je ne sais pas, l'arrière-petite-fille, elle n'a encore que 5 ans, alors je ne sais pas ce qu'elle fera dans 15 ans. Mais vous n'avez pas l'air non plus de croire beaucoup dans leur avenir politique à votre fille, à votre petite-fille, quand on vous lit. Mais je ne sais pas. Elles mènent leur vie personnelle, sans considération de mes opinions, d'ailleurs, je crois. Elles ont sans doute raison de le faire ainsi. Mais je constate qu'en tous les cas, il y a toujours eu des millions de Français pour, aux élections, se manifester en faveur de nos candidatures. Et je rappelle quand même que tout mon combat s'est déroulé sur le terrain électoral, puisque je crois avoir participé et animé 61 campagnes différentes, de la présidentielle jusqu'à la municipale, en passant par les cantonales, les régionales, etc. D'ailleurs, il y a un profond malentendu à votre endroit, puisque vous êtes régulièrement dépeint comme un factieux. Or, lorsque vous parlez de Georges Bidault, vous comparez vos vues respectives, et vous dites personnellement également attaché aux droits de l'homme, je cite, à une presse propre, un solide parlementarisme, à la représentation proportionnelle. Au fond, pour reprendre la distinction que faisait Dominique Vénère dans son combat pour l'Algérie française, lorsqu'il distinguait des radicaux, les nationalistes, de bourgeois engoncés qu'il appelait les nationaux, vous êtes plutôt un national. À ses yeux, certainement, oui. Aux yeux de Vénère. Oui. Tu veux dire un mou, en quelque sorte? C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas frayer avec l'OAS, puisque vous êtes resté attaché à l'ordre et à l'égalité républicaine. Je suis un adversaire de tout rattachement à une organisation secrète, quelle qu'elle soit. Et donc, à ce titre, je n'ai pas été membre de l'OAS,
qui était une organisation secrète, pensant que dans une organisation secrète, on peut recevoir des ordres de son concierge, et j'aime bien les hiérarchies établies, j'aime bien les curés en soutane, j'aime bien les militaires en uniforme, j'aime bien que les gens apparaissent comme ceux qui qu'ils apparaissent comme ceux qu'ils sont. Alors que maintenant, il y a une indifférenciation qui se produit, on ne sait plus qui est qui exactement, voilà. Mais vous dites, en gros, vous avez toujours été légaliste, effectivement. Ceux qui vous traitaient de factieux n'avaient pas effectivement grand-chose à se mettre sous la dent, puisque le Front National a toujours respecté le résultat des élections. Alors toutefois, on vous a un jour reproché, au moment où il avait été question d'interdire le Front National, d'avoir dit, je crois qu'on vous a poursuivi pour avoir dit que les gens ne l'accepteraient pas, quoi, que ça déclencherait une révolte, je crois que vous le racontez. Mais surtout, à la fin, dans le fond, à la fin du livre, vous dites qu'il faut absolument que tout change, et on ne comprend pas très bien si pour vous, il faut, y compris en sortant de l'état de droit. Parce que vous avez l'air assez désespéré par l'avancée de la révolution mondialiste, ce que vous appelez la révolution mondialiste, et l'abolition de toutes les frontières. Je pense que c'est extrapoler le droit d'un peuple à ce qu'on peut appeler la légitime défense pour un individu. À partir du moment où on se sent en état de danger de mort, eh bien, on n'est pas forcé de respecter le code de la route. Voilà, c'est exceptionnel. D'accord. Donc, la situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Alors c'est intéressant, vous parlez de peuple, effectivement, et justement ce qui est intéressant, c'est que le peuple français est un des rares peuples, ou en tous les cas, dont la définition ne soit nullement ethnique. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une composante, une majorité, etc. Mais la définition du peuple français est une définition politique, en quelque sorte. Oui, absolument. Donc quelle est... C'est l'Assemblée des citoyens, voilà. Résidents. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'identité blanche, néanmoins, de la France qu'il faut défendre? Je crois qu'il faut défendre l'équilibre qui a été celui de sa population pendant des siècles, et qui lui donne sa personnalité, son particularisme, et que l'immigration d'ethnies, de religions étrangères modifie cet équilibre et probablement met en cause son existence et surtout sa personnalité, son identité. Donc en gros, la France doit être un pays, disons, avec une majorité en quelque sorte blanche, d'origine blanche, catholique, chrétienne, etc. et des minorités. Oui, c'est possible, oui, mais je crois... Est-ce que c'est trop tard? Je souhaitais que ces minorités soient les moins importantes possibles. Or, je dénonce depuis des décennies le courant migratoire dont je dis que nous ne connaissons que les débuts du commencement, pour la bonne raison qu'il y a un phénomène qui est pratiquement passé sous silence, ou en tout cas qui n'est pas perçu de façon, dans le monde politique, de façon convenable, c'est l'explosion démographique du monde. Le monde est passé en 50 ans de 2 milliards à 8 milliards. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, en particulier dans le tiers-monde, puisque ce qu'on peut appeler le continent boréal, qui va de Vladivostok à Gibraltar, lui, malheureusement, est en état de déficit démographique. Tout le reste du monde explose. Et c'est dans ces pays, les populations doublent, quadruplent. Or, elles sont déjà au bord de la misère. Ce qui veut dire que quand elles doublent de chiffres, de population, eh bien la misère augmente d'autant. Et que ceci va provoquer dans les décennies qui viennent, c'est devant nous cela, eh bien des mouvements très violents et probablement l'exode d'un certain nombre de gens qui rejoindront ce que j'ai appelé par un jeu de mots d'ailleurs, ils veulent rejoindre l'Eldorado, mais c'est l'Eldorado de la Méduse. Oh bon. D'accord, mais est-ce que la France peut survivre à cela? Elle peut en mourir. Bon. Et... Elle peut en mourir. Je pense que les masses qui vont être en cause, qui sont en jeu, sont telles que si la population française actuelle devient minoritaire,
eh bien, nous ne serons plus des Français comme l'ont été nos ancêtres. Et de ce point de vue, est-ce que vous ne regrettez pas votre combat passé pour l'Algérie française, puisque si l'Algérie était restée française, ça aurait bouleversé les équilibres démographiques? Oui, ça, personne ne pouvait le prévoir. Car ce mouvement d'explosion démographique est postérieur, était probablement dans les années, ça commence dans les années 70, c'est-à-dire 10 ans après l'indépendance de l'Algérie. Mais c'est vrai, non, je pensais à l'intégration possible de 8 millions d'Algériens, de classes sociales différentes d'ailleurs, mais enfin, généralement plutôt paysans d'origine. Et je pensais à mes grands-parents. Mon grand-père et ma grand-mère ne savaient ni lire ni écrire. Et je me disais qu'en 1, 2 ou 3 générations, ces gens-là pouvaient très bien accéder au même niveau que le nôtre. Ça se faisait sans doute. Sur ce point, De Gaulle était plus pessimiste. Non, De Gaulle n'avait rien vu de plus, mais parce qu'il a, si j'ose dire, abandonné l'Algérie pour d'autres raisons que celle-là. Mais s'il l'avait fait pour cette raison, montrerait qu'il avait une perspicacité étonnante et remarquable. Mais l'Algérie, n'oublions pas, est passée en 50 ans de 8 à 46 millions d'habitants et continue à progresser de cette manière. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où l'Algérie sera démographiquement plus importante que la France. Et sans avoir de ressources propres, à part le pétrole dont on lui a fait cadeau, mais en dehors de ça, il n'y a pas, je crois, les moyens en Algérie, au Maghreb, mais même en Afrique subsaharienne, de faire survivre ces populations. Elles vont donc être amenées à se battre pour leur vie. C'est un combat à mort qui est engagé, mais dont nous n'avons pas conscience. Vous n'êtes pas tellement plus mou que Zemmour, finalement. Comment ? Vous n'êtes pas tellement plus mou que Zemmour, finalement. Non, je suis un pessimiste gay. Ah oui ? Et non pas un gay pessimiste. D'accord. Ça me fait penser que j'ai une question là-dessus. Vos blagues aussi, parce que vous aimez bien les blagues, vous aimez bien les jeux de mots. On va pas, oui. on va pas vous reparler du rafour crématoire qui a considérablement alourdi votre dossier. Entre deux soit dit, écoutez, est-ce que ça n'est pas apporté trop d'importance à un simple jeu de mots? Durafour avait dit il faut exterminer le Front National. Bon, et même pour ça, il faut s'allier avec le Parti communiste. Non mais personne, évidemment. Bon, et à la fin d'un banquet, je dis oh ce Durafour et du moulin, du Durafour crématoire. Et à partir de là, immédiatement, on est utilisé. Mais oui, mais puisque tout le monde vous surveillait, c'est marrant. C'est la persécution. Puisque vous étiez sous surveillance, c'est ça. Mais bon, vous voulez pas me répondre là-dessus. Moi, je voudrais revenir un peu sur Marine. Après tout, l'avenir de Le Pen, puisque vous avez des filles, l'avenir des Le Pen, ce sont vos filles, vos petites filles. Donc, votre petite fille. Vous avez reproché à Marine, en quelque sorte, son virage social, voire socialiste. Mais dans le fond, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes ne lui a pas donné raison? Est-ce qu'il n'était pas temps, précisément, de répondre aussi aux attentes des classes populaires sur ce terrain? Je signale tout de même que c'est un mensonge que de prétendre que le Front National n'a qu'un seul axe de combat, l'immigration et la sécurité. Il faut non, mais vous étiez plutôt libéral, non? Il faut se donner la peine de prendre les livres qui exposent le programme de gouvernement du Front National. D'abord celui qui s'appelle les 300 mesures, n'est-ce pas? Et ensuite le programme du Front National, je vous en fournirai un exemplaire si vous n'en avez pas. Vous verrez que le Front National a des positions sur l'ensemble des sujets de la société française, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques, non mais attendez, il y a quand même une sociologie, c'est-à-dire que est-ce que dans le fond, Marine n'a pas essayé aussi de changer la sociologie, c'est-à-dire de parler de plus en plus aux classes populaires? On sait que c'est l'influence de M. Philippot qui se présentait comme un gaulliste de gauche, énarque et homosexuel. C'est lui qui se présente comme ça, c'est pas moi. Il se présente comme ça, et c'est lui qui, gaulliste de gauche, ce qui n'est pas tout à fait la ligne du Front National, il faut reconnaître, c'est lui qui gauchit l'action
du mouvement présidé par Marine Le Pen. Et c'est en effet ce qui va aboutir d'ailleurs à un événement extraordinaire dans l'histoire politique, on peut dire en général, c'est que je serai exclu alors que je suis le fondateur et que j'ai dirigé le mouvement pendant près de 40 ans. Et je suis exclu. Ça vous blesse encore? J'ai surmonté ça, si vous voulez. Bon. Vous avez parlé de Philippot et du fait qu'il était homosexuel. J'ai pas dit qu'il était homosexuel, c'est lui. D'accord, vous avez rappelé qu'il le disait. Non, ça. ce que je veux dire, c'est que les gens vous prennent à tort, et parce que le Front, effectivement, a été le parti un peu de la défense des valeurs familiales, de la politique nataliste, etc. Et les gens pensent que vous êtes très collé-monté. Or, en fait, vous êtes plutôt un nanar et vous êtes plutôt, personnellement, assez libéral. Oui. C'est-à-dire que, en fait, les mœurs, c'est pas non plus votre. Je veux dire, tout à fait un nanar de droite. Ouais. Mais un peu de ça, quand même. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas l'air de. Ce n'est pas de respect totémique pour un certain nombre de valeurs qui nous sont présentées comme incontournables. Voilà, mais c'est une attitude d'esprit, de liberté. J'ai essayé dans ma vie d'agir comme un homme libre, comme le permettait en principe la constitution de mon pays, mais j'ai eu l'occasion de m'apercevoir qu'en ce qui touchait la liberté d'opinion et la liberté d'expression, il y avait beaucoup moins de liberté qu'on ne voulait bien le dire, et qu'elle était réservée à ceux qui étaient au pouvoir, et pas à leurs adversaires. Une autre question, vas-y. J'avais deux questions d'actualité par rapport au Moyen-Orient et à l'Allemagne. Au Moyen-Orient, la Turquie vient de lancer une offensive contre les forces kurdes en Syrie. Je voulais savoir ce que ça vous inspire. Et une autre actualité plus proche de nous, c'est ce fameux attentat antisémite en Allemagne qui semblerait avoir été perpétré par un extrémiste proche des thèses néo-nazis. Donc, comment vous réagissez à ces deux faits? Je ne me sens absolument aucun rapprochement avec cette personne. Je ne la connais pas. Je ne sais pas qui il est. On apprendra peut-être un jour que c'est un agent. On ne sait pas. Je n'ai absolument aucun lien et on ne peut pas se prévaloir de mes déclarations pour agir de telle ou telle manière. Non mais c'est marrant, vous répondez au coupable. Excusez-moi, vous répondez au coupable. La question de Daoud était parfaitement neutre. Non, Il vous demandait ce que vous pensiez de cet attentat. Je ne réponds pas au coupable. Je dis, bien sûr, mais il est précisé que cet homme, je l'ai vaguement vu à la télé, est un homme d'extrême droite. Je ne sais pas à quel mouvement il appartient, mais je me dis, comme il est dit d'extrême droite, on va certainement dire, ah ben oui, c'est comme ça, c'est normal, c'est un message qui est traduit de ce qui est dit dans la politique, etc. Je connais quand même le scénario. Pour l'offensive turque en Syrie. Oui, alors, là, n'est-ce pas, il faut regarder des choses en face. Il y a en Turquie 100 millions d'habitants. Erdogan a récemment dit, la famille turque, ce n'est pas 3 enfants, c'est 5 enfants au moins. Autrement dit, c'est un mot d'ordre nataliste qui est lancé à un pays qui est déjà porté à se reproduire largement. Bon. Et en ajoutant ces 100 millions aux 100 millions d'Égyptiens et auprès de 100 millions de Maghrébins, si j'ose dire, eh bien, il y a là une entité islamique, parce que c'est une des données qui complique terriblement le problème, c'est que ces masses juvéniles et prolifiques sont en fait animées par une religion qui est simple et toute d'efficacité, et donc qui est un adversaire résolu, historique, de l'Europe. Donc il faut lui faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec Erdogan? Il faut essayer. Je crois d'ailleurs qu'il se fait payer très clairement. Il a très clairement dit, je suis capable de laisser partir 3,5 millions de réfugiés qui sont chez moi, et je suis capable de faire libérer les gens de Daesh, etc. Cela de menace. Et je crois que pour cela, il obtient un certain nombre d'avantages. Certains hommes politiques français étant d'ailleurs partisans
de la Turquie dans l'Europe. Non, j'ai toujours De moins en moins quand même. Oui, de moins en moins, y compris. Ça se porte de moins en moins. Surtout depuis que les Turcs eux-mêmes n'en veulent pas. Je rappelle que, en dehors des 100 millions de Turcs, il y a 100 millions de turcophones supplémentaires qui peuvent être agrégés dans un cas de conflit. Il faut voir ça. Autrement dit, les éléments, comment dirais-je, d'une polémique mondiale, au sens littéral du terme, sont réunis et je pense que nous allons devoir y faire face. Et est-ce que vous êtes d'accord avec BHL pour dire qu'en quelque sorte, il faut maintenant aller défendre les Kurdes? Alors, les Kurdes, c'est un peuple malheureux de l'histoire qui se trouve réparti sur 4 pays différents, est minoritaire partout et sera sans doute l'objet de persécutions très dures. Nous ne sommes pas en mesure d'aider militairement les Kurdes. Voilà. L'armée française a un effectif modeste, depuis en particulier que Jacques Chirac a supprimé le service militaire obligatoire sans y apporter, sans un remplacement qu'il avait promis, une autre formule. Et nous avons une armée dite de métier qui est répartie aux 4 coins du monde. Et par conséquent, nous n'avons pas de possibilité d'action. Si, on a bien sûr la bombe atomique, mais comme déjà, il y avait un site algérien qui avait publié que Le Pen avait déclaré qu'on pouvait régler le problème africain avec une bombe atomique. Ce que je n'avais bien sûr jamais dit. Vous n'avez pas été condamné pour ça, donc? Non, je n'ai pas été condamné pour ça. Non, je crois même avoir fait condamner pour ça une malheureuse qu'il avait repris dans un tweet quelconque, je ne sais pas. Mais j'ai voulu marquer le coup quand même. Même c'était énorme parce qu'on sait que dans ce domaine-là, plus les mensonges sont gros, plus ils ont des chances de prospérer. Vas-y, tu avais d'autres questions. Vous parlez à Marine? Ben, j'essaye quelquefois, mais je ne réussis pas toujours. Et vous la soutiendrez pour les prochaines élections? Oh, je ne sais pas. Vous savez, ce qui va se passer dans les années qui viennent va être dramatique. C'est un message que je répète et au risque de passer pour un radoteur, en disant oh, ben, il dit toujours la même chose, etc. C'est pas... Non, il y a des choses qui sont relativement peu visibles. Voyez-vous, vous êtes sur une plage où il y a la marée, par exemple. L'eau vous monte aux chevilles, puis aux genoux, puis ensuite aux divertissoires, et puis ensuite aux épaules. Il n'y a qu'un moment où ça devient dramatique. C'est ici. C'est là. C'est là que ça se joue. Et quand ça arrive là, c'est fini. Voilà. Eh bien, l'immigration, c'est la même chose. En effet, comme dit, c'est une remarque qu'a fait le président, qui est juste. Il a dit les bourgeois ne perçoivent pas le problème migratoire. C'est vrai, ce n'est pas de mauvaise volonté, c'est que leur circuit de vie ne recoupe pas la présence, ils ne prennent pas le métro, ils ne prennent pas le train de banlieue, quand ils n'ont pas l'occasion quelquefois de se trouver seuls Européens dans un wagon de métro. Bon. Et ils vont en week-end en Normandie, dans leur maison de campagne, par l'autoroute. Bon, s'ils vont dans le Midi, c'est aussi par l'autoroute. Ils ne croisent jamais personne, ils ne croisent que des amis. Mais la vérité, c'est que le laitiage de l'immigration étrangère continue de monter. Il y a une part, il ne faut pas le négliger, une part européenne dans cette immigration étrangère. Mais il y a une large part venant du tiers-monde, avec cette caractéristique aggravante, c'est que sont très souvent islamisés, des islams. Mais quand même, dans les générations précédentes, vous êtes d'accord qu'il y en a beaucoup qui sont devenus français? Oui, c'était un peu différent quand même. Beaucoup sont devenus français, sans qu'on soit sûr de leur loyalisme. Voyez-vous, prenez c'est vrai que cet attaché de communication qui était sourd, je crois. Il était peut-être sourd-muet pour un attaché de communication. C'était la préfecture, Michael Arfon. Informaticien. Celui qui a poignardé les policiers. Il était antillais, d'ailleurs. Bon, ben, il était... vous savez, l'assassin
1 minute avant son crime, Oui, mais- c'est un honnête homme. D'accord, mais alors finalement, Et si même- on vous écoute, toute personne, tout musulman, finalement pose un problème de loyauté. Est-ce que c'est ça que vous pensez aujourd'hui? C'est un questionnement qui va se poser à la société française. Et il est certain que l'appel du président de la République à la Vigilance. à la vigilance, c'est-à-dire tout de même à la dénonciation de faits qui paraîtraient aux uns et aux autres comme anormaux, va faire peser sur la communauté musulmane un soupçon qui est gravissime pour l'unité de notre pays, c'est sûr. Je suis conscient de ça. Et moi, il se trouve que je travaille avec il y a des musulmans dans mon entourage, mais c'est sûr que si l'activité terroriste se développe, elle peut même toucher des gens qui ne sont pas musulmans. Moi, j'ai connu le cas au moment de la bataille d'Alger, de gens à qui on a dit, voilà, vous allez faire ça, vous allez tuer cette personne. Non, jamais. Mais si vous ne le faites pas, vous avez 2 petites filles qui vont à l'école, attention. Mais ça ne fait rien. Moi, je n'irai pas. Enfin, Le lendemain, une des filles égorgée. Ils reviennent en disant, alors, dans quelle histoire tu nous mets? Tu te rends compte? Et il te reste encore une fille en plus. Hein? Et ta femme? Eh bien, il dit, mon lieutenant, j'ai été tué. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? C'est-à-dire, autrement dit, dans les activités terroristes, des gens peuvent être amenés à commettre des crimes sous des pressions qui sont terrifiantes, qui sont des représailles sur les enfants, sur la famille, sur des choses comme ça. C'est possible. C'est quand s'enclenchent des phénomènes de cette dimension, c'est Overton qui raconte ça d'une façon absolument terrifiante. Je veux dire, le livre à ne pas lire la nuit. vous dites qu'Oberton vous pille sans vous citer, comme Comment? Villiers. Vous dites que Oberton, comme Philippe de Villiers, vous pille sans vous citer. Non, Si, vous écrivez ça. c'est vrai, quelquefois, quand même, je ne sais pas ce qu'a dit Overton, parce que bon, c'est un romancier. Bon, j'ai lu ses bouquins. D'ailleurs, ça vous fait froid dans le dos. Mais ce n'est pas... Très souvent, les romanciers ont précédé les réalités sociologiques et politiques. Ils les ont perçues et ils les ont exposées de manière romanesque et donc quelquefois Comme Jean erronée. Raspail. Comment? Comme Jean Raspail, le camp des saints. Jean Raspail, le camp des saints. Voilà, et Raspail, un jour, m'a confié, il m'a dit, écoute, quand j'ai écrit le camp des saints, quelquefois j'avais l'impression que ça n'était pas moi qui tenais la plume. Je vous le donne comme il me l'a donné, j'en sais rien. Hein. Mais il était en quelque sorte possédé par son sujet, et semble-t-il, de façon pas tellement erronée. Quel roman lisez-vous? Quel romancier lisez-vous? Je m'efforce de lire lors de mes insomnies, ce qui paraît-il est une très mauvaise méthode. M'a dit mon kinésie m'a dit il faut surtout pas faire ça parce que vous augmentez vos risques d'insomnie. Mais moi je m'ennuie au bout d'un moment et quand on est insomniaque, c'est toujours les mauvaises nouvelles qui vous reviennent à l'esprit. Et donc j'ai lu en particulier Overton. Overton, c'est ces 2 bouquins. Voilà, bien sûr, c'est très excessif peut-être, mais on ne sait pas la dimension apocalyptique que peut prendre des phénomènes qui vont mettre en cause des millions d'hommes, des dizaines de millions d'hommes. Quand dans un pays, par exemple, qui est au bord déjà de la misère, la population actuellement double ou triple, c'est évidemment le conflit obligatoire, conflit économique, social, politique, culturel. Ne pas le prévoir, n'est pas être un gouverneur. Gouverner, c'est prévoir. Or, j'ai accusé, moi, très souvent, nos gouvernants d'être aveugles, en tous les cas d'être myopes, de ne s'apercevoir des phénomènes
qu'une fois qu'ils se sont produits, mais une fois que c'est en route, c'est absolument incontrôlable après. Je sais pas si vous êtes un pessimiste gay ou triste, mais moi je voudrais vous poser une dernière question. T'en avais une, Daoud? Vas-y. Hein. Non, non. Moi je voudrais vous poser une dernière question. Vous faites vos mémoires là sur plusieurs décennies. Vous avez traversé toute cette vie politique. Il n'y a pas une connerie, pas un truc que vous regrettez. Vous vous dites jamais que vous êtes peut-être passé à côté à cause de votre caractère, par exemple, Si. à cause de votre refus, si vous voulez, parfois de non pas céder, comme vous dites, de faire des compromis, mais simplement de comprendre ce qui, dans vos propos, pouvait choquer les gens. Est-ce que, franchement, par coquetterie, vous n'êtes pas passé à côté de plus grandes choses? Ah bien, une fois, je suis passé à côté. Et c'est en 65, quand j'ai décidé de mettre à la tête de l'organisation que j'avais créée, Tixier-Vignancourt comme candidat à la présidence de la République. J'ai péché par modestie, parce que je pensais que j'étais trop jeune pour être candidat moi-même. Si j'avais été candidat, j'aurais sans doute gagné de nombreuses années et peut-être changé la face des choses. Mais c'est un cas précis, ça, car en effet, Tixier-Vignancourt, ayant à peine obtenu ses 5,5% des voix, et, au lieu de se retirer, fonde un parti politique et présente des candidats aux élections contre les nôtres. Voilà, c'est un exemple. Et là, c'est un des regrets de ma vie. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'occasions où j'aurais agi autrement que je n'ai agi, avec peut-être des informations que j'ai maintenant et que je n'avais pas à ce moment-là. N'oubliez pas que le Front National et moi-même, d'ailleurs en l'occurrence, sommes un parti d'opposition, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'ouverture sur les informations, sur les circuits intellectuels, etc. Nous sommes un petit peu livrés à nous-mêmes. Et ça, ben oui, bien sûr, on a pu pécher par absence de renseignements ou de mauvais renseignements, mais je crois que nos intuitions se sont révélées relativement exactes. Et puis aussi, 2 et 2, ça fait 4, quoi. Prévoir que dans un pays qui est misérable, le doublement de la population va entraîner des troubles extrêmement graves et à partir de là, une émigration qui se dirigera tout à fait évidemment, forcément, vers des endroits considérés comme plus favorables. Donc vous Et n'avez ben, donc vous n'avez jamais péché par esprit de provocation? Non, mais sincèrement non. C'est vrai. J'ai été un provocateur involontaire. Parce que pourquoi? C'est parce que mon opinion, étant anticonformiste, elle était réputée provocante par des gens qui estimaient que c'était la leur, qui était la règle. Parce qu'on dit, vous avez franchi la ligne jaune, mais qui trace la ligne jaune? Est-ce que je dois me soumettre à ceux qui tracent la ligne jaune et qui me disent, vous n'avez pas le droit de passer de ce côté-là? Moi, encore une fois, le droit, non, mais il y a peut-être des choses auxquelles une société collectivement tient, tout simplement. C'est possible. Mais c'est mon petit côté révolutionnaire, ça. Mais merci beaucoup, Jean-Marie Le Pen.